Bonjour, alors malheureusement on n'aura pas de support parce que mon PC est trop vieux, du coup les câbles ne correspondent pas. C'est pas très grave, nous on va quand même un peu suivre pour essayer d'avoir un suivi dans ce qu'on va raconter, mais on va devoir faire sans images, désolé. Donc là, l'idée, c'est qu'on voit un peu ensemble vraiment la base du recyclage et puis un peu les limites. On va vachement axer ça sur tout ce qui est emballage ménager, ce qu'on trouve dans la cuisine, dans la salle de bain, pour que ce soit vraiment concret, indépendamment de votre milieu professionnel. Et c'est pas mal orienté plastique aussi, du coup. On va commencer par se présenter un petit peu pour que vous sachiez de quel background on vient et comment on en est arrivé là et à monter le bureau d'études qu'on a monté aujourd'hui. Donc, à la base, on est tous les deux ingénieurs et on a surtout fait nos billes dans le recyclage dans une entreprise qui s'appelle MiniWiz, qui est toujours basée à Taïwan, qui fait en fait de l'architecture à base de matériaux recyclés, de l'architecture et du design. On va le voir après dans la suite de la conversation, ça va beaucoup jouer parce que du coup, comme on est sur de l'architecture et du design, on est sur des objets à forte valeur ajoutée, donc on va pouvoir vendre plus cher et du coup, c'est ce qui nous a vraiment aidé à faire pas mal de choses et de recherches dans le recyclage. Donc on s'est vachement amusé en Asie. On a conçu et bâti une ligne entière de recyclage du plastique autonome avec des panneaux solaires, des filtres à eau, des batteries, etc. Et on a fait un peu le tour du monde. Donc on a été en Chine, au Tibet, on a fait des expositions à Milan, à Londres. Donc on recyclait en live en fait des déchets plastiques, que ce soit des bouteilles, des gobelets, des dessus de gobelets, enfin peu importe. Et voilà, donc là l'idée c'était d'avoir une machine qui était assez simple dans le process pour vraiment sensibiliser les gens. Et en fait on s'est aperçu que médiatiquement c'était fantastique, mais les gens disaient toujours ah c'est trop bien, vous avez sauvé la Terre et tout. On était bah non, on va pas trop sauver la Terre, on fait du 50 kg par heure, c'est rien par rapport à la quantité de déchets qu'on crée. Et le but c'est vraiment de sensibiliser les gens à tout ce qui est différents types de plastique, comment on fait fondre le plastique, etc. Et on va rien sauver du tout par rapport au problème de déchets qu'on a et la manière dont on peut le recycler. Donc en fait, quand on est rentré en France, on s'est dit bah, il faut absolument qu'on arrive à monter un bureau d'études où la mission première, c'est de faire des infographies, des vidéos, des dossiers, des rapports qui sont en libre accès. Ça veut dire que si vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur notre site, vous pouvez retrouver un tas de choses comme par exemple bah, qu'est-ce qui se cache dans, dernièrement, quand j'achète un déo en aluminium, est-ce qu'il y a vraiment que de l'aluminium? Qu'est-ce qui est recyclé comme fraction? Est-ce qu'il n'y a pas une petite bille de verre, un petit ressort en acier, etc. C'est quoi la complexité des emballages que j'achète tous les jours qui ont l'air assez simples? Et puis en fait, c'est des produits qui sont super sophistiqués pour certains. Notre but premier, c'était vraiment de vulgariser et de désopacifier le monde du recyclage et des déchets de manière générale, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une espèce de non-dit et de connaissances qui n'étaient pas partagées, et c'est ce qui bloquait réellement en fait une bonne gestion de nos déchets, et c'est ce qui manque en fait pour qu'on puisse aller dans une direction plus éco-responsable. Du coup, en fait, pour financer cette chaîne de vulgarisation, on s'est vite rendu compte qu'il fallait absolument qu'on reste indépendant. Il y a trop d'intérêts de tous les côtés, et du coup, si on veut que notre discours il soit vraiment basé que sur la technique, en restant plus ou moins neutre, même si, bon, pour ceux qui nous suivent et qui ont déjà vu nos contenus, maintenant on commence un petit peu à être orienté. Et ben, du coup, on va financer la chaîne de vulgarisation par notre bureau d'études, donc par des projets concrets avec l'industrie, avec les collectivités, avec des associations, pour vraiment garder un pied dans tous les milieux et essayer de vraiment rebaser les débats publics sur la technique et non sur des on-dit et des potentiels futurs projets qui n'ont jamais existé. Donc par exemple, là, on a pas mal travaillé sur donc quand vous faites de la déconstruction, vous avez les fenêtres des bâtiments qui sont en PVC, un type de plastique. Comment on fait pour les imprimer en 3D en mobilier urbain comme un énorme banc, pour les mettre sur deux sites qui sont en train d'être construits. Ça c'est pour Grand Paris Aménagement. On a pas mal travaillé l'année dernière avec Decathlon sur comment est-ce que je forme tous les collaborateurs, en particulier ceux qui vont concevoir des produits, à intégrer toute la logique de gestion du déchet, de combien ça coûte de faire de la collecte, si je veux me mettre à collecter des matelas gonflables de camping, bah, combien ça va me prendre pour en collecter une tonne? Est-ce que j'ai besoin d'une tonne, de 2 tonnes, de 3 tonnes, etc. De manière à pouvoir concevoir les produits en vue de les faire recycler. Voilà. Et plein d'autres projets, dont le projet de recyclage du masque, des masques. Mais du coup, on n'a pas travaillé ensemble, on a travaillé sur un autre projet.
nous, c'était plus orienté, en fait, on a fait des tests de caractérisation, parce que les masques, en fait, il y a 3 couches différentes à l'intérieur du masque Covid. On dit que les masques sont en polypropylène, donc en gros, c'est le même plastique que, par exemple, des barquettes de beurre, certaines barquettes de beurre. Et là, c'était vraiment aller voir la matière qui était utilisée, parce qu'on savait que la couche du milieu, celle qui est filtrante en fait, pour les microbes, elle a une plus-value, elle coûte beaucoup plus cher. Donc voir ce qu'on pouvait en faire pour garder au maximum les caractéristiques et dans quel domaine on pouvait réintégrer la matière, quel domaine serait intéressé par acheter cette matière. Puis surtout voir, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de démanteler les masques à la main, un par un, en sachant qu'il y a genre 1 ou 2 grammes de matière par couche sur les 3 couches, parce que finalement la couche du milieu est super chère. Mais la réponse est non, ça vaut pas le coup financièrement. Voilà. Mais c'était très intéressant comme projet. Donc ouais, on va discuter un petit peu du recyclage et de ses enjeux aujourd'hui. On va vous parler dans un premier temps en fait de beaucoup de choses. Notre discours il va peut-être paraître un peu négatif. Faut pas nous le blâmer. Faut vraiment prendre les choses comme c'est des enjeux contraignants. Ok, j'ai des enjeux contraignants. Comment en fait je me sers de ces enjeux pour en faire des leviers d'innovation et me rendre compte qu'il y a un problème pour aller chercher une solution en fait. Donc, si on se concentre un peu plus sur le plastique, c'est parce que en termes de persistance dans l'environnement et de risques chimiques, c'est un matériau qui présente des incertitudes qui sont un peu plus importantes. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, le verre c'est un peu inerte, les métaux finalement, ça s'oxyde un peu, mais c'est pas très grave, alors que le plastique, ça va réagir, il va y avoir des néoformés, des nouveaux composés chimiques qui peuvent impacter l'environnement, il va y avoir des microplastiques qui peuvent finir dans les organismes, etc. Donc, on va beaucoup se concentrer sur le plastique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près plus de 300 milliards de kilos de plastique qui vont être produits en 2050. C'est des quantités qui sont tellement grosses qu'on ne se rend même pas compte. Si je vous parle de ça, c'est parce que, par exemple, en France, on sait que dans tout le plastique qu'on produit, celui qu'on collecte, qu'on trie et qu'on va régénérer dans des usines de recyclage françaises, c'est que 6 à 8%. Donc c'est un chiffre qui est minuscule. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de le faire recycler ? C'est qu'en fait, en termes de, ne serait-ce que de bilan environnemental de gaz à effet de serre, en fait, le gros de la production d'un objet, et en particulier d'un emballage, il est surtout, le gros de l'impact, il est surtout à la production. En fait, le transport, finalement, c'est pas grand-chose. Quand vous êtes sur des choses qui n'ont pas besoin d'être alimentées en énergie, bah, comme une barquette de beurre, finalement, la durée de vie du produit, elle n'a quasiment pas d'impact. Et la fin de vie va avoir de l'impact si vous ne le recyclez pas, évidemment, si vous l'incinérez, par exemple. Mais donc, vraiment, vous avez jusqu'à 60% de l'impact, c'est la production. Donc si vous êtes capable de dire, bah, au lieu d'extraire des matières vierges, je les recycle, en fait, vous coupez complètement cet impact-là. Et donc vous pouvez monter jusqu'à 2 tiers, 3 quarts d'impact en moins sur ces 60%. Donc grosso modo, si on veut simplifier un peu, on peut presque souvent, et dans l'emballage c'est vraiment le cas, diviser par 2, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre du produit, parce qu'on a mis de la matière recyclée dedans. Donc c'est ultra important de pouvoir mettre de la matière recyclée. Mais pour mettre de la matière recyclée, bah, il faut pouvoir la collecter, la trier, la préparer, il faut en avoir, quoi, hein. Donc il faut que ce soit conçu un peu en amont pour ça. Voilà. Et puis du coup, la question que vous allez peut-être me poser après, c'est qu'avec toutes les lois qui arrivent, on va sûrement bientôt avoir de moins en moins de plastique qui est mis sur le marché, puisqu'il y a beaucoup d'interdictions. Ça, c'est ce qu'on peut croire en fait plus communément. En réalité, non. En réalité, en fait, si on regarde un petit peu les chiffres, notamment des chiffres, par exemple, de l'investissement qui est fait à propos du recyclage, on est sur 1,5 milliard de dollars qui a été investi. C'est dans le monde, c'est dans le monde. 1,5 milliard de dollars qui est investi dans le monde pour le recyclage. On peut se dire, oh, trop bien, 1,5 milliard, c'est énorme, on va faire beaucoup, beaucoup de choses. En parallèle, on regarde des chiffres pour aller en fait produire le plastique, les nouvelles unités qui ont été mises en place rien qu'aux États-Unis, sur le continent nord-américain, donc États-Unis, Canada, on est sur 200 milliards de dollars. Donc on a vraiment un ratio de 200 à peu près, un peu moins de 200. Ah, au moins 100 quoi. Donc, conclusion, c'est 6 à 8% dont je vous disais de matière collectée, triée, recyclée en France, même avec des gros centres de recyclage. On voit bien qu'en fait, ils ne vont pas forcément augmenter parce que la quantité de plastique qu'on va venir mettre sur le marché, le ratio n'est pas bon du tout, elle explose. Là, oui, en fait, il aurait fallu commencer un peu à la réduire tout en augmentant le recyclage. Donc, on va continuer d'augmenter le recyclage dans les 10 prochaines années, et ça, c'est parfait. Mais on va exploser la quantité de plastique qu'on met sur le marché. Voilà.
il y a quelque chose que peut-être vous ne savez pas, c'est la différence en fait entre recyclable et recyclé. Parce que vraiment, alors nous on se base vraiment sur notre geste de recyclage du quotidien, donc le geste dans la cuisine en fait où on a tous nos emballages ménagers. Si vous prenez en fait un emballage et qu'il y a écrit recyclable dessus, c'est pas pour autant que ça va être recyclé. C'est pas pour autant que si votre déchet il est bien jeté dans le bac de tri, alors normalement le bac jaune ou le bac bleu en fonction des régions, il sera recyclé en fait. Il y a beaucoup d'autres acteurs et beaucoup d'autres choses qui vont devoir être mises en place pour qu'ils soient effectivement recyclés. En gros, ce qu'on recycle dans nos emballages ménagers en France aujourd'hui, ça va être la bouteille d'eau, la bouteille de shampoing, la bouteille de lessive, les barquettes de beurre. Et après, il y a le film de fardage, mais ce n'est pas dans les bacs jaunes. Donc le film de fardage, ça va être le film qui sert à entourer, par exemple, les palettes, pour éviter que... Ou les bouteilles d'eau. Ou les bouteilles d'eau, ouais, voilà. Mais ça ne va pas être le film de fardage qui est coloré, parce que quand on veut en fait, des plastiques transparents, en fait, recycler, c'est comme faire de la peinture. Donc si vous mélangez de la couleur avec du plastique transparent comme celui des bouteilles d'eau, vous allez avoir un plastique gris ou un plastique jaune. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche énormément à éviter dans le recyclage. Est-ce que vous savez comment on a le droit en France de dire tel emballage est recyclable? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi européenne qui dit que dès lors que vous avez une unité de taille industrielle, ou en tout cas qui couvre une grosse partie du territoire, qui est en mesure de recycler la matière, vous avez le droit de dire bah, ça c'est recyclable. Donc les bouteilles d'eau, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, il y a au moins 4 usines en France qui le font. Mais en France, vous avez une autre loi qui est venue s'ajouter par-dessus qui dit que si vous avez une ligne de test, vous avez le droit aussi de prétendre à cette allégation recyclable. Et donc ça veut dire que derrière, vous voulez dire c'est recyclé, il suffit de monter un programme de test. Et donc un programme de test, ça peut être un hangar, 3 machines qui tournent jamais en fait. Et vous avez le droit de dire que c'est recyclable. Et donc à ce petit jeu-là, bah, en fait, il y a pas mal d'emballages sur lesquels il va y avoir écrit recyclable. Puis en fait, à l'échelle nationale, en termes de capacité industrielle, bah, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Pour le plastique. Après, pour le carton, par exemple, vous pouvez inscrire recyclable sur le carton à partir du moment où il y a 51% de la matière de l'emballage qui va être du carton. Donc ça veut dire que 49% peuvent être du plastique. Et ça, sur le papier, ok. En fait, les recycleurs, ils n'en veulent pas. Parce que ça veut dire que 49% de la matière qui vont... Enfin, le papetier, 49% de la matière qu'il va récupérer, il va devoir aller payer pour s'en débarrasser. Est-ce que vous connaissez un petit peu les logos du recyclage? Alors, ils sont en train de changer. Mais jusqu'à maintenant, on avait notamment en fait, le point vert qui est apposé sur à peu près tous les emballages. Le point vert, en fait, à aucun moment, ça veut dire que votre emballage il va être recyclé ou il est recyclable. Le point vert, c'est vraiment, ça veut dire que l'entreprise va participer financièrement à la collecte du déchet. Parce que, en fait, le recyclage, pour faire bref, c'est pas rentable. Emmener tous les déchets d'un point A à un point B, il va falloir énormément d'argent en fait, pour compenser les éboueurs, les camions, les centres de... Enfin, pas du coup les centres de tri. Je complète. C'est pas vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre, par exemple, vous voulez recycler une tonne de sable qui vaut 20 € la tonne, et vous voulez recycler un plastique ultra technique qui vaut 40 000 € la tonne. Bah, si vous avez 400 € de camion, de frais de camion, etc., sur le plastique cher, il n'y a aucun problème, c'est facile à rentabiliser. Sur des matériaux qui valent pas cher, bah, ça ne va pas marcher. En fait, financièrement, vous ne pourrez pas le faire. Et donc ça va être vrai pour beaucoup de produits qu'on va utiliser, où en fin de compte, la plus-value de la matière ne justifie pas forcément des étapes de recyclage et de transport trop éloignées ou trop onéreuses. Et donc si on veut que tout ça roule à peu près, il faut subventionner un tout petit peu le rachat de la matière ou en tout cas l'étape de transport un minimum vers le recycleur, qui après, lui, par contre, rentabilisera ses opérations par la revente de la matière derrière, qui aura été préparé exprès pour pouvoir réintégrer des lignes de production. Ça on a fait. Ouais. Désolé parce que comme il n'y a pas l'écran, du coup il y a des petits trucs qui vont un peu. En fait, quand on parle de recyclage, alors je pense qu'il y a des personnes qui doivent très bien le savoir ici, mais d'autres pas. En fait, on imagine un recycleur un peu magique qui se cacherait en fait derrière le mot recycleur. En fait, il y a vraiment tout un écosystème d'acteurs. Il y a plein de personnes différentes. En fonction de là où vous allez habiter, votre déchet, il ne va pas faire le même trajet si vous habitez à Marseille qu'à Paris. Il ne va pas aller dans les mêmes centres de recyclage parce que, alors,
y a un premier acteur qui va faire la collecte, un autre acteur qui va trier, un autre acteur qui va régénérer la matière. Il y a jusqu'à 23 acteurs différents de la chaîne du recyclage. Ça passe pas toujours par les 23 acteurs, je vous rassure. Il y a des gens, même jamais, ouais. Il y a des gens qui vont, par exemple, faire la collecte, le tri et la régénération tout au même endroit. Ça dépend vraiment de qui il y a autour de lui et quelles usines en fait sont déjà implémentées. Ça, c'est super important parce que ça veut dire que même si vous avez une activité où vous voulez faire recycler des produits et que vous avez plusieurs centres répartis dans des régions un peu différentes, le trajet optimisé, les partenaires, les prestataires optimisés, ce ne sera sûrement pas les mêmes et la matière ne subira pas du tout le même chemin, quoi. Donc il faut se le rappeler, il n'y a pas un schéma général de recyclage universel qui marche pour tout, c'est vraiment à chaque fois ultra optimisé en fonction d'un écosystème industriel bien précis. Bon, après, sur d'autres pays que la France, si on regarde un peu dans le monde, il y a des constances. C'est-à-dire qu'en général, on va vendre et racheter du déchet par rapport au poids. Ça, c'est quasiment toujours vrai. Vous avez tout le temps plusieurs acteurs et tout le temps en fait, des gens qui vont être spécialisés dans récupérer du déchet un peu diffus et le massifier, c'est-à-dire par exemple le camion poubelle qui passe devant votre bâtiment, votre maison, c'est exactement ce qu'il fait. Il prend des déchets diffus, il les ramène dans un centre où on va tout stocker de manière à ce que ce soit plus rentable pour l'étape d'après. Voilà. Donc ça, c'est vrai un peu partout dans le monde. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle du recyclage, c'est que aujourd'hui, normalement, on est censé hiérarchiser les modes de traitement. Et donc on est censé dire, on doit d'abord réduire les déchets, ensuite on devrait réemployer, et ensuite on devrait recycler. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais par exemple, en ce moment, il y a eu des lois AGEC, par exemple, qui sont passées, anti-gaspi, économie circulaire. On dit, on va essayer de limiter la vente de bouteilles d'eau en plastique, parce que la bouteille d'eau en plastique, on la retrouve dans la nature, ça pollue, etc. Mais en fait, si on regarde vraiment en termes de bilan carbone de l'emballage, ça serait bien plus intéressant, 2 fois plus intéressant, de consigner les bouteilles en verre de vin, par exemple, plutôt que d'interdire la bouteille d'eau en plastique. Donc ça, il faut toujours se le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit visuellement, ce qui prend de la place dans la poubelle, et on se dit, ça c'est un déchet que je vois à la télé, que je vois sur les plages, qu'il faut absolument recycler. Et puis il y a aussi de dire, attention, tout ne passe pas forcément par le recyclage, on a des enjeux de réduction, de réemploi qui sont ultra importants, et qui vont avoir des impacts sur l'environnement, et particulièrement en termes de perturbations climatiques, qui vont être bien plus importants que le recyclage du plastique, par exemple. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, le problème un peu en France, c'est qu'il y a pas mal de batailles sur qui va prendre le déchet. C'est-à-dire que vous faites une unité qui va faire du combustible solide de récupération, par exemple. C'est-à-dire, je prépare quelque chose comme un allume-feu un peu, pour aller alimenter des chaudières, quelqu'un qui fabrique des briques. Il a des gros fourneaux, plutôt que d'acheter du gaz en Russie, il va mettre du combustible solide de récupération fait à partir de déchets. Ces mêmes déchets-là, ils vont peut-être intéresser un recycleur. Et demain, il y a quelqu'un qui monte une usine spécialisée dans le réemploi pour ne pas produire ce déchet-là. Il va venir perturber les modèles économiques des autres acteurs qui sont en place. Et donc ça, aujourd'hui en France, c'est très très mal géré dans le cadre légal. Il n'y a aucune priorité qui est donnée correctement. Et donc on se retrouve avec des gens qui montent des usines de recyclage mécanique un peu traditionnelles, qui montent des usines de recyclage avancées, chimiques, etc., qui vont avoir besoin de volumes beaucoup plus gros parce que plus dur à rentabiliser. Et en même temps, des gens qui vont monter des centres de lavage pour le réemploi. Et tout ça n'est pas du tout coordonné, donc il va y avoir des problèmes d'approvisionnement du déchet. Alors que, encore une fois, le but, à la base, ce serait vraiment de le réduire le plus possible, quoi. Il y a un autre combat aussi qu'on oublie un petit peu assez souvent, même nous les premiers, c'est qu'en fait, typiquement dans le monde de l'emballage, maintenant, toutes les communications que vous voyez, elles vont être sur l'emballage. Et en fait, à partir du moment où vous vendez plus votre emballage que ce qu'il contient, c'est quand même, il y a un souci quelque part. Et le contenu, en fait, a lui aussi un réel impact. Donc, il ne va pas falloir tout le temps choisir en fait, votre produit en fonction du contenant, mais vraiment en fonction du contenu. Si votre bière, pour la brasser, le brasseur il utilise 20 fois moins d'eau, alors qu'il utilise un emballage en verre, en canette ou en plastique, en fait, l'emballage il aura un impact qui est moindre comparé à la fabrication du produit. Pour revenir sur le recyclage de manière générale, le recyclage mécanique, recycler c'est transformer la matière. Le recycleur, c'est un mélangeur. Il va venir faire des mélanges pour que en fait, la matière elle corresponde à des propriétés techniques données dont il sait qu'il va pouvoir réintégrer son matériau dans cette utilisation. Que ça soit pour les verres, pour l'aluminium ou pour le plastique, pour tout le monde, c'est du mélange.
Donc, il y a souvent une étape donc, faut transformer la matière. Donc, vous allez faire du produit semi-fini ou du produit fini. Alors, semi-fini, ça va être par exemple les petites billes de plastique, les granulés. Ça va être des lingots d'acier. Ça va être des rouleaux de papier. Et puis fini, ça va être une chaise, un journal, etc. Voilà. Donc, pour transformer du déchet en matière semi-finie, en général, on va venir ramollir la matière, lui donner une nouvelle forme et puis la resolidifier. Donc ça passe souvent par une étape de fonte, que ce soit pour le plastique, le verre ou les métaux, ou de dilution dans de l'eau, par exemple, pour la fibre papier. Si on prend l'exemple d'une bouteille d'eau, la bouteille d'eau, en fait, souvent, ce qui va se passer, on va en refaire une barquette. Et une fois qu'elle aura été faite en barquette, on va en refaire des vêtements, des fibres. En soi, il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça du décyclage. Nous, on n'a pas trop de point de vue là-dessus parce qu'on pense que décyclage, c'est un peu connoté péjorativement, alors qu'en réalité, on va juste utiliser la matière une fois qu'elle a été recyclée, là où elle a les bonnes propriétés pour être utilisée et là où il y a une demande. La bouteille d'eau, c'est le bon exemple parce qu'on sait aussi en refaire d'une bouteille en une bouteille. Et pourtant, c'est pas facile. Et pourtant, on a réussi à le faire. Là où, dans le reste des emballages, en fait, c'est très très rare qu'on va refaire de l'emballage, le même emballage. En fait, on ne fait pas d'une canette une nouvelle canette et le recyclage infini, ça n'existe pas. Il faut vraiment se sortir cette notion de la tête. Il y a toujours une notion de fuite en avant en utilisant le mot recyclage infini parce qu'il y a de la perte. C'est technique, il y a toujours de la perte de matière, que ça soit avec le verre, avec les métaux, avec les plastiques. Donc, j'ai ma bouteille, je la chauffe pour la faire fondre, en fait, je la dégrade un peu. Et cette dégradation thermique, elle a un impact sur les propriétés, c'est-à-dire que le plastique, il est un peu moins fluide, ou au contraire, il va être plus fluide. Donc ça veut dire que si je veux en refaire de la bouteille, j'ai des problèmes. Pour la barquette, ça marche bien, puis quand je fais des fibres, ça marche bien. Mais si je prends mes fibres, je ne pourrais pas en refaire une bouteille, parce que ça sera beaucoup trop liquide pour le procédé. Là, pour la bouteille, c'est de l'extrusion soufflage, c'est assez violent comme procédé. Donc en fait, si c'est trop liquide, ça va juste se déchirer, je n'aurai jamais réussi à faire de bouteille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je veux faire une nouvelle bouteille, je suis obligé d'aller repuiser de la matière première. Donc dans le cas des plastiques, ça va être du pétrole essentiellement, du gaz, du charbon, pour faire du plastique, pour faire des bouteilles. Donc encore une fois, il y a toujours cette idée de trouver les secteurs où vous n'êtes pas capable de refaire exactement le même objet, alors que ce soit pour des raisons techniques ou pour des raisons un peu légales de santé. Par exemple, dans le cas des emballages plastiques, hormis la bouteille, c'est souvent uniquement pour des raisons de santé, c'est-à-dire que je chauffe, je dégrade, il y a des réactions chimiques. Et en fait, ces réactions chimiques, je veux éviter qu'elles se retrouvent en contact avec des aliments après, parce que je pourrais avoir des migrations de produits dangereux dans les aliments. Donc, c'est-à-dire que l'emballage, il me refaut du plastique neuf. Et donc, ça, il faut trouver les secteurs où on dit, en fait, le recyclage, c'est trop bien, mais ces secteurs-là, c'est une fuite en avant. Il vaudrait mieux passer sur du réemploi. Parce qu'on est toujours obligé d'aller puiser de la matière première pour refaire le produit de base. Donc, les produits du reste de la chaîne, il n'y a pas de problème. On aura toujours du gisement. Mais en fait, on a quand même toute une chaîne de valeur économique qui est basée sur quelque chose qui n'est pas très sain sur le plan environnemental. Il faut toujours aller créer du déchet, puiser de la matière première, etc. Pour vous donner des chiffres, donc pour la bouteille d'eau, en gros, on refait à peu près de 4 bouteilles d'eau, on refait 3 bouteilles d'eau. Il faut vraiment que vous ayez la connaissance, au moins en repartant, qu'il y a différentes catégories de déchets. On a le déchet post-production, en fait, qui est du déchet qui est plutôt propre. C'est une fois qu'il y a la production qui est finie, en fait, si on arrive à le trier, on peut facilement le recycler. Après, il y a le déchet post-consommation de l'industrie. Là aussi, c'est du déchet qui est plutôt facilement recyclable. Et après, on a le post-consommation des ménages et des entreprises. Donc, c'est vraiment nos déchets de la poubelle qu'on a à la maison. Et là, en fait, comme il y a énormément de mélange, ça devient vite très, très compliqué. En bref, sur les étapes du recyclage, on les a plus ou moins fait, on les reprend ou... Ok. Donc, en bref, il y a quand même 5 grandes étapes du recyclage. On va collecter le déchet, on va le massifier, on va le compacter. Donc, on va faire ce qu'on appelle des balles, par exemple, avec le plastique. Après, on va le broyer, le laver. Et alors, quand on dit laver, c'est pas forcément à l'eau. Par exemple, le plastique, il se lave bien mieux par frottement, par friction, en fait, qu'avec de l'eau, même si on met un petit peu d'eau à l'intérieur. Et après, on va le retransformer en pellets, qui va servir, en fait, de produit pour la production. Donc, la personne qui va, par exemple, faire des toboggans, en fait, elle peut tout à fait acheter du plastique vierge ou du plastique recyclé. C'est-à-dire que ces machines ne sont pas dédiées exclusivement pour un fournisseur pour du plastique extrait du pétrole, etc.
Donc elle va racheter du granulé, le produit semi-fini, et elle peut le racheter auprès de recycleurs ou elle peut le racheter ailleurs, etc. Donc les usines qui transforment la matière pour en faire un produit, ça c'est la même que ce soit du recyclé ou du vierge. Ah oui, ok, je sais, pardon. Souvent, donc, on va parler plastique, donc vous allez penser, bah, ok, la barquette de beurre, le pot de yaourt en polystyrène, la barquette de jambon, etc. Et en fait, on en retrouve vraiment partout. C'est-à-dire que dans une canette d'aluminium, vous avez du plastique à l'intérieur, vous avez du plastique à l'extérieur. Quand vous prenez une conserve de petits pois, bah, il y a du plastique à l'intérieur aussi, c'est pareil. Une bonbonne de chantilly, c'est pareil. Un pot de sauce tomate, bah, en fait, entre le bocal en verre et le couvercle en métal, vous avez un petit joint qui garantit l'étanchéité. Ce joint-là, il est en PVC, par exemple. Donc même dans le recyclage du verre, vous avez des fractions plastiques qui sont perdues systématiquement, même dans le recyclage des métaux, c'est toujours pareil. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on dit, bah voilà, le métal, le verre, machin. Bah, en fait, non, il y a toujours un peu de plastique partout. Et donc dès que vous avez des encres, vous avez des pigments, et la matière qui sert à transporter les pigments, en général, c'est des résines plastiques. Dès que vous avez de la colle, bah, c'est pareil, la colle, c'est du plastique, en fait. Et d'ailleurs, vous avez peut-être tous déjà utilisé de la colle néoprène chez vous, et vous avez déjà tous utilisé une combi néoprène pour aller en plongée. C'est le même plastique, c'est la même formulation de base. Là, on s'est beaucoup focalisé sur le recyclage mécanique. On va dire quelques mots un petit peu de ce qu'on pense du recyclage chimique, enzymatique et thermique, parce qu'on en entend beaucoup parler, notamment dans les médias en ce moment. Vous en avez peut-être entendu parler comme quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau. En fait, ça fait des années que ça existe. Ça, il faut bien en avoir conscience, notamment le recyclage thermique. Ça fait depuis... j'ai oublié l'année. Bon, tant pis. Mais ça fait plus de 15 ans que ça existe. Du coup, nous, notre point de vue là-dessus, c'est que, en fait, si on veut faire du bon recyclage thermique, enzymatique ou chimique, le problème, il est le même. Il faut de la bonne matière pure en entrée. Donc, c'est pas le problème. Le problème, il n'est pas technique avec le recyclage mécanique. Il est vraiment sur la conception des produits et sur le tri en amont, en fait, pour avoir des gisements purs. Et le recyclage chimique, thermique et enzymatique, il va demander plus d'argent, plus d'énergie, des plus grandes quantités de déchets. Donc en fait, il ne faut pas les mettre de côté parce qu'ils vont nous aider et on va en avoir besoin, mais il ne faut pas non plus compter sur eux pour en fait, venir recycler la poubelle qu'on a à la maison. Donc la différence, donc recyclage thermique, en fait, c'est que par exemple, vous allez prendre du plastique, vous allez chauffer 400, 600 degrés, et en fait ça va le transformer en des huiles, donc vous allez avoir des fractions un peu gasoil, un peu essence, un peu lubrifiant, etc. Donc ça, l'idée, c'est que vous le refiltrez bien derrière, et puis vous pouvez par exemple revendre de l'essence. Le recyclage chimique, c'est que vous allez vraiment essayer de transformer la structure de la matière. Donc si vous avez, le plus simple, c'est que vous avez du polystyrène, vous essayez d'en refaire du styrène. Et ce styrène-là, vous pouvez en refaire du polystyrène derrière, mais l'avantage, c'est que le nouveau polystyrène, il sera comme du neuf, directement issu du pétrole ou du gaz. Et donc là, l'avantage, c'est que vous arrivez à passer outre les contraintes un peu embêtantes de je chauffe, ça dégrade la matière, du coup, j'ai pas le droit de la réutiliser pour du contact alimentaire, par exemple. Mais ça, comme c'est un peu plus coûteux, c'est un peu plus compliqué, c'est plus dur à mettre en place. Dans nos emballages ménagers, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est à quel point en fait, ils sont complexes. Enzo a pris l'exemple du déodorant tout à l'heure, mais en fait, même tous les nouveaux emballages qui sont éco-conçus, la plupart donc, sont en carton, en majorité en carton, mais il y a souvent, par exemple sur les Tetra Pak, donc les Tetra Pak, ça va être les briques de jus, les briques de lait, va y avoir des couches plastiques, des couches aluminium, sur les recharges aussi, par exemple de shampoing, ça va être des deuil packs qui sont que en plastique. Ça, les recycleurs ne les prennent pas. Donc en fait, il y a de l'éco-conception qui est faite souvent, mais sans penser au final à la fin de vie réelle du produit. Et donc, attends, je prends un exemple. Vous pouvez acheter des sachets de salade en carton maintenant. Avant, ils sont tous en plastique transparent pour la salade qui est déjà préparée. Et donc celui en carton, en fait, il y a quand même une petite couche plastique dedans. C'est pas grand-chose, hein. Mais si le sachet est complètement ouvert, en centre de tri, au moment où le capteur en fait va dire ça, est-ce que c'est du carton, du verre, du métal? S'il est ouvert, ça tombe sur plastique, ça va dans plastique. Mais c'est 95% de carton, donc les gens qui recyclent du plastique, ils n'en veulent surtout pas. Et s'il est fermé, ça va dans carton. Donc s'il est fermé, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de plastique, ça peut perturber le recyclage des gens qui veulent que du papier pur, mais en général, ils savent ce qu'ils achètent. Et donc vous voyez que le même emballage, parce qu'il est complexe en fonction de comment il va être ouvert, consommé,
au moment où il arrive au centre de tri, il ne va pas aller du tout dans le même gisement. Et donc plus vous allez avoir d'emballages un peu éco-conçus, qui ressemblent un peu à du carton, qui ont l'air beaucoup plus éco-friendly, plus il faut se dire, il reste forcément un peu de plastique quelque part. Et ça pose forcément des problèmes parce que, en fait, on croit que c'est du carton et c'est pas que du carton, ça sera jamais que du carton. Ça sera jamais que du verre, ça sera jamais que du métal. Et puis en fait, c'est vraiment la grande mode en ce moment où tout le monde passe sur du carton parce qu'en fait, les gens n'ont plus envie d'acheter du plastique. Donc si les industriels veulent continuer de vendre, ils veulent passer sur du carton. Mais c'est pas forcément la bonne idée, la solution de miracle. On oublie souvent en fait de repenser l'usage et de repartir sur les 3 R dont vous parlez au début, c'est-à-dire réduire, réemployer et après recycler, quoi. Voilà, on avait une belle photo des sachets carton plastique, mais loupé. Donc le meilleur moyen après de dire est-ce que c'est vraiment plus intéressant ou pas, c'est de faire des analyses de cycle de vie. Donc de comparer, je prends 15 indicateurs de pollution différentes, 3 pour la pollution de l'eau, 3 pour la pollution du sol, 3 pour la pollution de l'air, etc. Donc par exemple les émissions de gaz à effet de serre. Et puis je vais comparer, puis je vais voir est-ce que si j'enlève plein de plastique, je mets un peu plus de carton, est-ce que c'est plus intéressant ou pas? En sachant qu'il y a toujours un peu des limites, parce qu'il faut être dans des cas idéalement un peu concrets, c'est-à-dire est-ce que je transporte à 200 km de chez moi, est-ce que je transporte à 500 km, et en fonction du centre de tri, de l'usine de recyclage dans lequel ça va aller, peut-être finalement ça va finir en enfouissement, en incinération, et là l'impact il n'est pas du tout le même. Donc ce qui est un peu difficile, c'est qu'aujourd'hui les outils qui permettent de décider, quand en fait vous prenez plein d'études qui ont été faites, par exemple sur le gobelet, est-ce qu'il vaut mieux un gobelet en carton, est-ce qu'il vaut mieux un gobelet en polystyrène, est-ce qu'il vaut mieux un gobelet en polypropylène, en sachant que celui en carton, il y a forcément un peu de plastique dedans, donc souvent c'est du polyéthylène, mais ça peut être du PLA, qui est le plastique fait à partir d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Lequel est le mieux? Donc là, vous faites votre analyse de cycle de vie. Puis en fait, on se rend compte qu'en en prenant plein, avec des gens qui ont choisi des paramètres un peu différents à chaque fois, finalement, on est incapable de dire avec précision, celui-là, il est largement mieux pour l'environnement, quoi. Et donc finalement, il y a beaucoup de choses où on pense bien faire et c'est un peu une question d'apparence. On se dit, là, il y a un peu plus de carton, il y a un peu moins de plastique, c'est mieux. Puis en fait, quand on regarde vraiment les indicateurs sur plusieurs études, on se dit en fait, c'est vraiment juste pour vous vendre un emballage qui a l'air mieux, quoi. C'est pas du tout, il n'y a pas une réflexion poussée derrière. Et en plus, en général, on ne sait pas bien qui va le recycler, où est-ce que ça va aller, comment ça va finir, etc. Un exemple qu'on aime vraiment bien pour illustrer les limites un petit peu du monde du recyclage, c'est la bouteille de lait. Parce qu'en fait, il y a quelques années, les bouteilles de lait, elles étaient en fait en HDPE. Donc c'est les bouteilles qui sont mates, vraiment celles qui sont en plastique. Après, vous avez les Tetra Pak, donc ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça c'est en carton. Là, on va vraiment se concentrer sur la bouteille de lait qui était en plastique. Elle était mate, en HDPE et blanche. Et en fait, pour ne pas citer de marque, il y a un industriel qui a voulu bien faire en se disant je vais changer ma bouteille, je vais la transformer en quelque chose qui a moins d'impact sur l'environnement, je vais passer sur des bouteilles en PET. Parce que le PET, c'est ce qu'on recycle le mieux en France. Et en plus, quand on regarde au niveau de l'impact carbone et de la consommation d'eau, avec le PET, la bouteille, à la fabrication, on utilise moins, on a moins d'impact. Donc sur le papier, en fait, ils avaient des bonnes intentions. Ils ont changé leur bouteille de lait en HDPE en bouteille de lait en PET. Sauf que les bouteilles de lait en HDPE, elles étaient très bien recyclées par les recycleurs, au même titre en fait que les bouteilles de shampoing et les bouteilles de lessive. Et il y a eu ces nouvelles bouteilles qui ont été mises sur le marché en PET, sauf que pour que la bouteille transparente de PET elle soit opaque, donc pour empêcher les rayonnements de la lumière sur votre lait pour qu'il se conserve plus longtemps, ils ont mis en fait du dioxyde de titane, je me trompe à chaque fois. Et en fait, le dioxyde de titane, il va venir en fait casser les chaînes de polymères. Et la plupart, en fait, comme on vous l'a dit au début, du PET qui est recyclé, en fait, il est recyclé pour faire des fibres. Et quand on veut faire des fibres, on veut des longues chaînes. Du coup, les recycleurs de PET se sont retrouvés avec un gisement de bouteilles en PET avec des fibres cassantes. Et ils ont dit, nous, on les prend plus. Et le recycleur qui faisait avant en fait, du recyclage des bouteilles de lessive, de shampoing et de lait en PEHD s'est retrouvé avec un gisement manquant. Et financièrement, du coup, il s'est retrouvé un petit peu en se disant mince, j'avais prévu tous mes chiffres pour avoir tant de gisements. Et du jour au lendemain, il n'a plus ce gisement qui arrivait parce que personne ne l'a prévenu, bien entendu. Et en parallèle, l'industriel qui s'est retrouvé avec plus de 12 000 tonnes qui ont été mises sur le marché avant qu'une réelle solution de recyclage soit à nouveau mis en place sur quelque chose qui, en fait, avant, était déjà très bien recyclé. Donc, ils ont créé un nouveau problème
ils ont créé des problèmes aux recycleurs sur un produit qui était bien recyclé en pensant bien faire. Tout ça parce qu'ils n'ont pas inclus les recycleurs dans leur prise de décision. Et ça, c'est vraiment l'exemple classique. Oui, ils les avaient inclus, mais en fait, la bouteille en PET, elle est moins chère à produire. Bon, voilà. Voilà. Et en plus de ça, il a fallu changer toute une mentalité avant qu'il y ait une vraie solution sur le marché, parce que ça va peut-être vous faire rire, nous ça nous fait rire, mais un peu noir, ou jaune, je ne sais pas trop, parce que en fait, quand on recycle cette fameuse bouteille en PET, et ben, elle devient grise. Et du coup, le lait, c'est blanc, et ben, on ne peut pas vendre du lait dans des bouteilles grises. Et après, une fois qu'on était capable de recycler ces bouteilles de PET et que ça a marché, il a fallu convaincre les équipes marketing de vendre du lait gris. Et ça a été un vrai combat. La solution n'a pas été mise en place tout de suite. Donc les fausses bonnes alternatives, on en a parlé, donc tout remplacer par du carton, alors qu'en fait il y a du carton et du plastique. Il ne faut vraiment pas tout le temps se tourner vers la solution du carton parce que en fonction des impacts, des fois ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi être une mauvaise idée. Il y a aussi d'autres plastiques qui sont arrivés sur le marché, ça va être les bioplastiques. Vous en avez peut-être entendu parler. Je te relaisse un peu la parole. Ouais, avant j'aimerais juste rebondir sur le côté, vous avez pas mal d'applications, on va vous vendre quelque chose qui est en bambou. Et en fait, il y a trois choses bien distinctes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez vraiment du bambou, c'est une essence de bois, donc ça se voit, ça se reconnaît. Vous avez les rainures très caractéristiques. Puis après, vous allez avoir les dérivés chimiques du bambou. Donc on va le faire réagir. Donc on va prendre la cellulose. Donc la cellulose, dans le coton, par exemple, vous en avez 95%. Si vous prenez telle essence de bois, vous en avez 50%, 60%, etc. Donc cette cellulose-là, on la prend et puis on la transforme chimiquement. Et on va en faire des dérivés comme de l'acétate de cellulose, du xanthate de cellulose, etc. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle la fausse soie, par exemple, la rayonne, la viscose, etc. Et là, vous avez du plastique qui est plus biodégradable comme la cellulose. Il a été transformé chimiquement. Donc on vous vend du bambou. En fait, c'est un plastique issu de la cellulose du bambou. Mais ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire qu'il a été transformé chimiquement, les micro-organismes, les enzymes dans la nature ne sont pas capables de le digérer. Donc ça ne marche plus bien. Et la troisième, c'est en fait, on vous a broyé le bambou en poudre et on l'a emprisonné dans une matrice, par exemple, de polypropylène, qui est un plastique qui n'est pas du tout biodégradable. Et donc là, c'est pareil, d'extérieur, ça se voit, ça ressemble quand même beaucoup plus à du plastique. Ça, c'est un composite, c'est pas du tout recyclé et c'est plus du tout biodégradable non plus. Donc ça, il y a eu pas mal d'alternatives, donc pas forcément dans l'emballage, mais dans les objets, dans les produits. Vous voulez acheter une éco-cup, on va vous dire, ça c'est une éco-cup en bambou. Non, en fait c'est du plastique dérivé du bambou, ça marche plus du tout. Et donc après on arrive sur les bioplastiques. Donc là l'idée c'est, j'ai deux choses bien distinctes, j'ai tout ce qui va être biosourcé et tout ce qui va être biodégradable. En sachant que tout ce qui va être biosourcé peut être biodégradable ou pas. Donc je peux avoir des plastiques comme le PBSAT qui est fabriqué par BASF en Allemagne, 100% issu du pétrole, mais 100% biodégradable, qui est très bien biodégradable. Et à l'inverse, je peux avoir des plastiques qui sont tout à fait issus de la nature, comme on l'a vu tout à l'heure, dérivés de cellulose, de bambou, de ce que vous voulez, et en fait qui se retrouvent plus du tout biodégradables. Et donc la raison, c'est que les micro-organismes dans la nature, ils ont des façons de pouvoir réagir chimiquement avec la matière. Vous avez des petits champignons qui sont spécialisés dans digérer l'écorce des arbres, par exemple. Ils ne sont pas prêts pour attaquer le plastique et le couper en petits bouts, le fractionner, l'assimiler, le digérer, etc. Et donc, il y a pas mal d'emballages sur le marché, on va vous dire ça c'est trop bien, c'est bioplastique. Déjà on ne vous dit pas si c'est biosourcé, on ne vous dit pas si c'est biodégradable, ou les deux, idéalement les deux. Et en fait quand on vous dit c'est biodégradable, ce qu'on ne vous dit pas c'est dans quelles conditions, parce qu'en fait l'environnement est vraiment varié. Que vous soyez en Antarctique, sous les tropiques ou dans la campagne à côté d'Angers, en fait les conditions ne sont pas du tout les mêmes, les micro-organismes ne sont pas du tout les mêmes, vous n'avez pas le même taux d'humidité, le même rayonnement UV, etc. Donc la matière travaille pas de la même manière. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous en avez un particulier, le PLA, qu'on a pas mal retrouvé pour le coup dans les emballages. Le PLA, il est issu à base de maïs et de canne à sucre, de manière générale. Ouais, de manière générale. Et celui-ci, en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que si on veut le composter, donc le biodégrader par compostage, il faut absolument des conditions très particulières. Il faut que le compost il monte au minimum à 57-58 degrés, avec un taux d'humidité qui est vraiment très élevé. Ça veut dire que là, je le jette là par terre, il ne va jamais disparaître en fait. Si il a la chance de finir dans un composteur industriel qui broie beaucoup de déchets verts où la température monte quasiment jusqu'à 60-80 degrés et qu'il a été bien broyé avant, là pas de problème, il va disparaître. Et encore, il faut être sûr que le temps de maturation du compost ait été prévu pour ce type de plastique, etc. Mais si je jette dans la nature, il disparaîtra. Pardon. Wow.
Il ne disparaîtra pas du tout. Il pourra peut-être en fait devenir invisible à l'œil nu, mais en fait il va venir vraiment se fragmenter, il ne sera jamais assimilé par la nature et du coup il va venir polluer les sols de manière persistante. Et ce que Enzo n'a pas dit aussi, c'est qu'en fait, du coup, si il y a bioplastique, d'accord, nous personnellement, on n'est pas spécialement contre, mais ce qui se passe derrière, c'est qu'il va falloir avoir une collecte des bioplastiques, une collecte des biodéchets, et il va falloir des gens qui acceptent de les mettre dans leur méthaniseur, dans leur composteur. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, Suez et Veolia, ils n'en veulent pas, parce qu'en fait, ça va venir faire ce qu'on appelle l'effet lasagne, et ils vont devoir rallonger la durée de maturation de leur méthaniseur. Et du coup, en fait, c'est des coûts financiers qui ne sont pas prêts à mettre. Pour les composteurs, c'est pareil. Les composteurs, ça ne les intéresse pas parce qu'en fait, ça n'apporte absolument rien au compost. Ça va venir peut-être polluer le compost si c'est mal dégradé. Donc, en fait, à l'instant présent, il n'y a juste personne qui n'en veut. Voilà, donc vous avez des plastiques qui sont formidables, mais en fait, si vous n'êtes pas capable de correctement assurer la fin de vie, et c'est la même chose pour le recyclage, hein, finalement, vous perdez toute l'utilité du plastique, quoi. Alors pourquoi rajouter plus de plastique, complexifier encore plus l'offre, si derrière on a déjà du mal à recycler les 6 à 8% qu'on réintègre correctement, quoi. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le plastique, c'est vraiment persistant dans l'environnement. Il y a vraiment tout le cycle de l'eau qui est désormais pollué. Donc, vous avez peut-être entendu parler, il y a 2 ans, il a neigé du plastique. C'est vraiment parce que tout le cycle de l'eau est pollué. C'est pas que, par exemple, au niveau du procédé d'embouteillage, quand on va mettre une eau en bouteille, qu'il va y avoir des micro- et nanoparticules de plastique qui vont se former. Vraiment, quand on regarde dans les sources, il y a même maintenant des micro- et nanoparticules de plastique. Il y en a dans le placenta des femmes enceintes, il y en a dans le liquide qui entoure notre cerveau. En gros, on en mange à peu près, c'est 5 grammes une carte bleue par semaine. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on va aux toilettes et du coup, on en retire une partie, mais il y a une partie qui se stocke dans notre organisme. Il n'y a pas encore d'études qui ont vraiment mis en avant l'impact que ça avait sur la santé humaine. On sait qu'il y a des études, par exemple, sur les vers de terre et sur les moules, sur les vers de terre qui sont plus petits, sur les moules qui se reproduisent moins. Mais ce n'est pas un combat qui va être gagné tout de suite, parce que pour prouver que en fait, ça a un impact sur la santé, c'est vraiment pas pour tout de suite. Voilà, donc dès que vous marchez avec des chaussures dont la gomme est issue du pétrole, par exemple, et pas biodégradable, bah, je frotte un peu sur le sol. J'ai du microplastique quand je roule avec une voiture. Ma roue frotte sur le sol, j'ai du microplastique. Quand j'ouvre un sachet de chips, en fait, le fait de déchirer la matière, j'ai un peu de poussière plastique. Là, dans la salle, l'air qu'on respire, il y a des microfibres, de la poussière de plastique sans qu'on s'en rende compte. Et donc, on sait déjà que ça s'accumule, on sait déjà que ça a des effets sur les petits organismes. Mais ça, par contre, c'est pas intégré dans les calculs. Quand on va dire est-ce qu'il vaut mieux le gobelet en carton avec un peu de plastique ou le gobelet 100% plastique, il n'y a pas d'indicateur pour ce genre de pollution-là aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu un problème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire 2 choses. C'est par exemple dire bah, je vais vérifier les gaz à effet de serre et puis je vais essayer de voir les incertitudes par rapport à des risques pollution microplastique. Ça, c'est jamais fait pour le moment. Si jamais, en fait, je pense qu'on va laisser un peu de temps pour les questions. Si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu de plus et d'en savoir plus, on a vraiment toutes nos infographies, nos vidéos. On fait des petites vidéos d'animation aussi qui sont disponibles alors, à la fois sur nos réseaux sociaux que sur notre site internet. Donc on est vraiment sur tous les réseaux sociaux, sauf TikTok. LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube, vous trouvez en fonction du réseau soit des vidéos, soit des infographies, soit des articles sur du travail que nous produisons. Et on a aussi mis à disposition sur notre site internet une page de bibliothèque de livres qu'on considère vraiment super intéressants et qu'il faut absolument lire pour nous. Sur le plastique, on a le super livre de Dorothée Mozan, Les plastiqueurs. On a le livre Les limites du recyclage de Flore Berlingue, qui était l'ancienne directrice de Zero Waste France. Et quel autre livre tu as envie Mais même de la documentation super technique, hein, ouais. Si vous voulez aide-mémoire sur les plastiques, des bouquins de 600 pages sur le recyclage, on essaye vraiment d'avoir une biographie qui est complète sur tous les bouquins que vous pourrez trouver qui traitent de ces sujets-là. Et donc, encore une fois, on a beaucoup parlé plastique, mais évidemment, vous voulez de la documentation sur le recyclage du verre, vous voulez savoir ce qui se passe à 1500 degrés dans un lit en fusion de calcin, il y a des documents dessus, quoi. Tout est accessible. Et c'est pareil, au niveau des infographies, on fait des infographies très haut niveau, mais aussi des infographies un peu plus techniques, des infographies qu'on a appelées plastic mémo, où on vient vraiment vulgariser au maximum des informations techniques. Donc ça reste très technique quand même, mais vous pouvez vraiment trouver de l'information si vous êtes dans le domaine. On va prendre des questions, du coup, s'il y a des questions.
C'est la fin de la journée, ça va? Alors, merci beaucoup pour la conférence. Moi j'ai une question concernant le recyclage du verre. Je me posais la question parce que du coup vous avez dit qu'il y avait une part qui n'était jamais vraiment recyclée. Donc je suppose que c'est la même chose pour le verre. Et je me demandais quelle est la plus-value du tri sélectif sur le verre par rapport au consignage qui était présent en France avant l'arrivée du plastique justement. Pourquoi on a abandonné le consignage, mais finalement est-ce que c'était pas plus écologique comme manière de recycler que le tri sélectif où tout est détruit? Cool, bonne question, merci. Alors déjà, avant même de parler réemploi contre recyclage, déjà dans le recyclage, quand vous recyclez une bouteille transparente, c'est pas la même chose que quand vous recyclez une bouteille verte ou une bouteille marron. Donc en général, la couleur du verre, elle est là pour opacifier le verre. Par exemple, si j'ai une bière non filtrée de longue durée, il faut que ça soit dans une bouteille très marron, très foncée. Ou des vins de garde, c'est tout le temps dans des bouteilles vertes très foncées pour bloquer les rayons du soleil. Dans du verre transparent, je vais mettre que 30% de calcin. Donc le calcin, c'est le verre broyé, déjà un peu trié par couleur. Je vais en mettre un peu plus dans du verre vert et je peux monter jusqu'à 90, quasiment 100% du verre marron. Les raisons à ça, elles sont un peu techniques, c'est qu'à 1000, 1200, 1500 degrés, vous avez beaucoup de réactions avec l'oxygène par exemple. Et donc si vous n'avez pas un équilibre qui est parfait, vous allez avoir par exemple des bulles de gaz et donc vos bouteilles vont être cassantes. Et donc par exemple, si j'ai un peu de marron brisé dans un bain de verre de couleur verte, ça va créer des bulles de gaz et donc il faut que j'équilibre, etc. Donc c'est un peu technique. Donc déjà, en fait, en fonction de quelle couleur est la bouteille, on a des recyclages où l'incorporation de matière recyclée n'est pas du tout égale. Donc sur des bouteilles transparentes, type le jus de pomme, la fraction de recyclé, elle ne dépasse jamais les 30%, quoi. Donc ça, il faut se le rappeler. Il faut toujours aller puiser du sable, etc., dans des carrières pour refaire du verre. Et donc oui, après en fait que vous ayez mis votre bouteille dans le bac de verre, qui se soit bien brisé, arrivé au centre de tri, il retrie par couleur en fait le verre. Alors c'est pas forcément le centre de tri, ça va être la personne qui va préparer le calcin pour la personne qui le fond, qui va Et donc quoi qu'il arrive, peu importe la couleur, vous avez à peu près 0,25% de perte au feu. Sur un cycle industriel, c'est rien, c'est super facile à gérer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez toujours la même quantité de matière, que vous la recyclez 100 fois, il vous manque 22% de la matière. Donc on n'est vraiment pas sur du recyclage infini. Et donc par rapport au réemploi, comme le gros de l'impact à la production, et si vous réintégrez de la matière recyclée, c'est mieux. Mais si vous avez directement la bouteille et qu'il faut juste la laver, c'est 10 fois mieux. Donc là, vous pouvez trouver plein d'études avec plein de chiffres plus ou moins différents. Donc c'est pareil. Quand il dit 10 fois, c'était une expression. Hein. Pour le coup, là, c'est pas vraiment le chiffre. Je sais que sur des emballages très très légers, très très fins en plastique, comparé à des contenants plastiques un peu plus épais mais réemployables, on était sur des ratios de 20. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 cycles de réemploi de mon emballage réutilisable, 22 il me semble même. J'avais divisé par 20 l'impact écologique sur quelques critères comme les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est énorme. Et donc comme c'est vraiment la production qui a un gros impact, finalement le transport, le fait que je doive rajouter 200-300 km pour aller dans un centre de lavage, le fait que je dois utiliser de l'eau, un peu d'eau chaude, un peu d'énergie, mais en fait tout ça par rapport à faire fondre du verre à 1500 degrés, c'est rien du tout, quoi. Et donc jusqu'à 10, 13, 14, 15 cycles de réemploi, en fait je peux considérer que à chaque nombre de réemplois, je divise l'impact. Donc si j'ai employé 2 fois, je divise par 2. Si j'ai employé 3 fois, je divise par 3, etc. Après, dans la durée, effectivement, les choix de logistique, de dire j'ai beaucoup de kilomètres, j'en ai pas beaucoup, je lave chez moi ou je mutualise le lavage dans des laveuses un peu optimisées, là, ça va commencer à jouer et à venir. Mais donc, pourquoi ça change? Pourquoi ça change beaucoup? C'est que quand vous faites du réemploi, c'est à vous de financer la chaîne de logistique, c'est à vous de financer le lavage. Donc si vous êtes une marque de bière, il faut gérer le lavage, la logistique. Quand vous êtes dans du jetable, c'est la collectivité qui gère. C'est diffus sur l'ensemble des consommateurs, c'est plus à vous de payer directement. Via les éco-contributions, mais vous n'êtes pas en gestion opérationnelle du déchet, quoi. Donc il y a déjà ce choix-là de dire, en fait, c'est plus mon problème, c'est le problème des gens qui consomment. Donc ça, c'est très pratique, c'est très agréable. Et puis après, il y a aussi le choix de dire, si je veux que ça marche un peu à l'échelle nationale, il faut que j'ai des bouteilles qui soient super standardisées. Donc je veux faire une marque de whisky avec une belle bouteille, le beau logo, ça marche plus. Il faut que toutes les bouteilles de vin soient à peu près similaires, quoi. Et ça a fait ses preuves en Allemagne, en fait, où ils ont gardé la consigne. Là où nous, en France, en fait, on va avoir un petit peu de mal à rattraper le cheval de bataille, c'est que du coup, il va falloir remonter des usines de lavage. En fait, on a en quelque sorte détruit tout le procédé de consigne. Et c'est vraiment rigolo parce que quand on retombe sur des vieilles vidéos
des vieilles publicités, on se rend compte qu'ils apprenaient vraiment aux gens à jeter. C'est-à-dire que toutes nos assiettes en carton et en plastique, les gens, surtout après-guerre, ils n'avaient pas l'habitude de jeter, donc ils mangeaient une fois dedans et puis ils mettaient dans le placard. Et on a tous chez soi, vous savez, les plateaux dorés là, qui servent à faire les petits fours, et on les garde. Et en fait, ils ont dû faire des pubs à la télé qu'ils ont passé de manière un peu propagande pour dire aux gens, il faut absolument jeter, 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 ne vous embêtez plus en fait à laver. Et maintenant, en fait, on doit faire le chemin inverse et remonter toutes les usines. C'est des questions bêtes, hein, mais des fois, typiquement avec le vrac ou le réemploi, on demande à une usine de nous donner un sachet de 10 kg de pâtes. Ils ne savent pas faire parce qu'ils savent faire des sachets de 500 grammes. C'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Notre faute, mais du coup, il faut avancer ensemble parce qu'il faut réadapter toute la ligne et c'est des investissements. Et c'est normal aussi que les fournisseurs ils disent moi, si tu peux pas me prouver que tu vas m'acheter 300 000 paquets de pâtes de 10 kilos, je vais pas payer en fait l'adaptation de mon usine. Et en fait, c'est pareil pour la consigne, c'est pareil pour le réemploi où il faut mettre les choses en place. Donc ça prend toujours un peu de temps et il faut faire ses preuves. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Du coup, la question, ce serait de se dire pourquoi ils ont arrêté la consigne alors que c'était quelque chose qui fonctionnait. Eh ben ça, j'étais pas là. Non, encore une fois, il y a une question de répartition du coût, de qui va devoir payer. C'est bien plus pratique de dire c'est la collectivité qui paye, c'est via de l'endettement, de quand vous payez la taxe d'habitation, etc. Et vous gagnez de la place de stockage aussi. Vous êtes un Carrefour, un Leclerc. Là où avant, en fait, vous devez récupérer les bouteilles pour pouvoir les envoyer au centre de lavage et les re-remplir. Là, maintenant, en fait, vous donnez tout et vous dites maintenant, c'est plus mon problème, c'est à la collectivité de gérer. Puis je pense que le plus important, c'est vraiment des questions marketing. Hein. C'est de dire comment est-ce que il y a 15 bouteilles de whisky différentes, comment est-ce que je mets en valeur la mienne, quoi. En général, alors pour l'emballage, faut tout le temps tout ramener à la question du marketing. C'est vraiment ça qui décide tout, qui décide les choix techniques, qui décide les investissements, etc. Et nous, si on insiste vraiment beaucoup sur l'emballage, c'est qu'on n'a pas un combat contre le plastique. De manière globale, le plastique, c'est une bonne matière. Il faut savoir l'utiliser correctement avec l'usage juste. Et le problème de l'emballage, c'est que souvent, c'est utilisé de manière excessive, là où on pourrait vraiment s'en passer. Et c'est aussi, en fait, si on regarde au niveau du plan de transformation de l'économie française ou pour la décarbonation de l'industrie, en fait, la chimie étant le 3e plus gros émetteur de CO2, si on veut réduire les impacts et rentrer en fait dans ce qui nous permettrait de rester en dessous des 2 degrés, se passer des emballages à usage unique, c'est vraiment la chose la plus, au final, la plus simple, en quelque sorte, même si c'est compliqué, à mettre en place. D'autres questions ? Pardon, bonjour. Merci pour la présentation. Vous aviez indiqué qu'il y avait 3 types de déchets, le post-consommation, le post-production, etc. En France, vous avez une idée des proportions de ce que chacun de ces types de déchets représente? Pas du tout. En fait, ça va beaucoup dépendre de la matière et de l'industrie. Forcément, encore une fois, si vous êtes sur du plastique qui a 40 000 € la tonne, essayez d'aller trouver sur le marché des chutes de production. C'est chaud. Si vous êtes sur du plastique qui coûte 400, 600, 800 € la tonne, on est moins regardant, quoi. J'ai aucune idée des différences. Désolé. Pas de souci. Moi, j'ai un chiffre, mais qui vient de d'autres pays et qui indique que seulement 30% c'est du post-consommation et 70% ça va être sur le process de production, ça va être sur le process logistique, etc. Donc voilà, c'est pour savoir si c'est des chiffres, des ordres de grandeur qui correspondaient à peu près ou. Mais je n'ai pas l'information pour la France. C'est fort probable. Après, ce qui va être compliqué, c'est que vous prenez un bloc de béton, c'est 10 fois plus lourd qu'une barquette en plastique. Vous prenez du verre, c'est bien plus dense. Donc en fait, si on regarde en masse la poubelle d'un restaurant, en fait, le plus gros, c'est du verre. Mais en volume, le plus gros, c'est tous les déchets plastiques. Et donc, il faut voir que dans ces chiffres-là, dans le post-industriel, est-ce qu'il va y avoir des gravats? Est-ce qu'on les compare à la bouteille en plastique? Donc il faut vraiment
le répartir par secteur et par type de matière pour avoir une idée bien précise. Et mais puis en fait, on est très des gravats en déchets, ça va moins venir perturber ton écosystème que du plastique. Donc, encore il y a- que. encore que. Mais j'ai oublié ce que je veux dire. Non, mais donc, par contre, le point est intéressant, c'est-à-dire de dire, on est concentré souvent sur ce qu'on voit dans notre activité de tous les jours. On ne réalise pas qu'en fait, si je déconstruis un bâtiment qui faisait 100 000 tonnes, ça éclate le score de kilos de déchets. Et en fait, on s'en moque un peu du recyclage des bouteilles en plastique si on est capable de correctement concasser ce béton et d'en refaire du ciment derrière, par exemple. Mais là où nous, on trouve que c'est super important d'insister, c'est qu'en fait, c'est dans notre geste quotidien de tous les jours de consommer différemment qu'on a une réelle influence. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, on se dit ouais, mais je suis tout seul, forcément, si mais les autres, ils changent pas, si c'est pas l'industrie qui le fait, c'est toujours facile de blâmer les autres. D'ailleurs, c'est ce que souvent fait l'industrie. Alors, l'industrie, c'est pas les grands méchants loups, hein, mais c'est souvent en fait un peu la solution de facilité. Mais en fait, ça commence par nous, tout simplement, parce que si votre porte-monnaie il change de direction, vous inquiétez pas que l'industrie changera de direction elle aussi. Voilà. Et pour revenir sur le poids au niveau des plastiques et du verre, typiquement, c'est comme ça que sont calculés les tonnages pour nos poubelles en fait au niveau du recyclage. Et forcément, vous vous imaginez bien que le verre et l'alu, ça pèse beaucoup plus lourd, donc les taux de recyclage en France sont très élevés, alors qu'en réalité, ce qui a besoin d'être réellement recyclé, et là où d'ailleurs les coparticipations, là où on récupère le plus d'argent, c'est pour le plastique, c'est eux qui contribuent le plus, mais en fait, c'est ce qu'on recycle le moins. Voilà. D'autres questions? Je pense qu'on peut encore faire une question sans être trop en retard, même si on est un peu dépassé. Non, c'est bon? Merci pour votre écoute.